Bonjour et merci de nous rejoindre pour le Forum du patrimoine 6e édition ici au cœur du Salon international du patrimoine culturel qui fête sa 30e édition. Bon nombre de sujets cette année sont consacrés à l'art déco évidemment puisque c'est le thème retenu à l'occasion du centenaire de l'exposition internationale des arts décoratifs de 1925. On va en parler dans cette émission puisque ce mouvement artistique est l'un des plus marquants du XXe siècle, né dans l'entre-deux-guerres, ce style où peut-être devrions-nous dire, on va le savoir dans quelques instants, cette époque a profondément donc marqué l'architecture, les arts décoratifs, la mode aussi, la peinture également, la musique jusqu'au cinéma. Mais où commence vraiment l'art déco et surtout où s'arrête-t-il? Est-ce un style artistique avec à la fois ses codes et ses lignes ou bien une période historique qui embrasse donc un esprit, un mode de vie et une culture? Vous allez nous dire tout ça. Jérémy Serment, bonjour, merci d'être là avec nous. Donc, vous êtes professeur d'histoire de l'art contemporain à l'université d'Artois, membre du CREHS, vous allez nous dire ce que c'est dans quelques instants, et co-responsable du numéro 55 de la revue In Situ que l'on voit là à l'écran, qui est paru au printemps dernier et qui évoque évidemment l'art déco, héritage et patrimoine de l'art déco. Alors on situe souvent d'ailleurs l'art déco à l'exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes de 1925, sa naissance on va dire, mais c'est pas vraiment le cas. Vous allez me dire pour quelle raison, à quel moment on va dire que l'art déco commence. Je crois que c'est au début du XXe siècle, mais de quelle manière on commence à en voir ses prémices? Alors, c'est une question qui demeure complexe et qui continue en fait à faire un petit peu débat. C'est vrai que je crois que pour comprendre ce qu'est l'art déco, il faut remonter beaucoup plus haut dans le temps et au 19e siècle avec la recherche en fait, on va dire en particulier dans l'architecture et les arts décoratifs, d'un style moderne. Un style moderne, cette recherche va aboutir évidemment à l'art nouveau qui s'oppose à l'éclectisme, à l'historicisme et aux redites, aux pastiches constantes que l'on avait dans ces domaines, hein, du néo-byzantin au néo-gothique, au néo-rococo, au néo-renaissance, etc. Donc là on passe sur autre chose avec l'art nouveau. Voilà. On n'est pas dans la copie ou la réinterprétation. Et exactement, exactement. Et donc, évidemment, l'art déco qui va arriver plus tard, on va le voir, est souvent vu comme une rupture par rapport à l'art nouveau, mais c'est également une continuité parce que cette recherche de style moderne, c'est également ce qu'on va continuer à avoir avec l'art déco. Et il est vrai que certains foyers spécifiquement de l'art nouveau vont passer de la ligne courbe de l'art nouveau à une plus grande géométrisation. Notamment à Vienne, en En Autriche, là, particulier. on voit le style sécession, c'est comme cela qu'on l'appelle, mais finalement, c'est l'art nouveau français, en quelque sorte aussi. Le style sécession, on peut considérer que c'est l'art nouveau que l'on avait en Alors, France. le style sécession, effectivement, tel qu'on le voyait précédemment Mhm. à l'image, fait cet usage, montre cet usage de ligne courbe, hein, ce goût pour la ligne organique. Alors, ce qu'on voit ici, par exemple, c'est assez caractéristique, puisqu'on a un artiste qui est Koloman Moser, Mhm. à Vienne, qui fait partie de cette sécession viennoise et qui va faire partie de ceux qui, assez tôt, vous voyez, vous avez à droite une affiche qui est, quant à elle, de 1902, hein, va passer à l'usage de ces formes Plus géométrique. plus géométriques. Mhm. Exactement. Et en particulier, Koloman Moser, l'année suivante, en 1903, va fonder à Vienne, avec d'autres, avec Joseph Hoffmann en particulier, les ateliers viennois, hein, la Wiener Werkstätte, qui d'ailleurs inspirera beaucoup un certain nombre de personnalités en France. Mais il y a également d'autres foyers qui sont parmi les premiers, d'autres foyers artistiques qui sont parmi les premiers à tendre vers cette géométrisation des formes. C'est le cas notamment en Allemagne ou encore de l'école de Glasgow, en Écosse. Est-ce qu'on peut dire finalement que l'art déco, c'est une continuité de l'art nouveau ou plutôt une rupture alors? Alors, c'est-à-dire que Parce que là, vous parlez de transition. c'est une transition. C'est-à-dire que cette rupture, finalement, elle intervient à l'époque même de l'Art Nouveau. C'est-à-dire que classer en fait ces artistes sous des étiquettes, qu'elles soient Art Nouveau et Art Déco, c'est parfois un petit peu compliqué. C'est-à-dire que cet Art Nouveau, il a fini par lasser. Cet Art Nouveau, il y a eu des versions, on va dire, trop exacerbées de cette ligne coup de fouet qui a fini par être considérée comme non rationnelle et peu logique. Donc on tend vers plus de rationalisme, à un moment donné, pour certains, vers plus de fonctionnalisme, ce qui explique aussi une forme de rupture, mais à l'époque de l'Art Nouveau lui-même. Donc certains, effectivement, ont souvent situé aussi cette naissance peut-être des prémices de l'Art déco à 1903, avec la naissance de la Wiener Werkstätte. Et en même temps, c'est plus compliqué que ça. Parce que la Wiener Werkstätte, qui, on va dire, n'évacue pas totalement l'art nouveau, l'ornement, qui n'évacue pas totalement l'ornement, voilà, il veut que l'ornement soit utilisé seulement s'il est utile. Ces idéaux, qui étaient ceux de Koloman Moser et de Joseph Hoffmann, vont aussi
on va dire, évoluer vers autre chose. D'ailleurs, Koloman Moser va quitter la Wiener Werkstätte vers 1906, si je ne me trompe pas, et puis d'autres artistes vont arriver. Il y a également le département des textiles, de la mode, qui va se développer au tournant des années 10 avec la Wiener Werkstätte et qui va faire usage de plus d'ornements, de plus de couleurs vives, par exemple, comme pour le textile qu'on voit ici à l'écran de Karl Otto Czeszka. Et c'est aussi voilà, ce type de décors hein, qui vont beaucoup inspirer en particulier les décorateurs français. Donc finalement, quand on vous écoute, on a l'impression que l'Art déco n'est pas né en France. Alors, l'Art déco n'est pas complètement né en France et en même temps, au même moment en France, on a cette sensibilité qui puise évidemment à Vienne ou en Allemagne, mais sans le dire. Hein. Il y a par exemple aussi un événement important que l'on donne en général en France, c'est en 1910, l'invitation au Salon d'automne des artistes allemands. Hein, dit bavarois, invitation qui est faite par Franz Jourdain. Et évidemment, la critique française va se déchaîner avec évidemment un discours qui est d'ordre plutôt nationaliste, mais en même temps, nombre d'artistes, d'architectes ou de décorateurs portent un regard aussi sur ce qui se fait en Allemagne. Donc, c'est aussi avec leur propre regard et leur propre interprétation qu'en France, cet art déco va trouver ses spécificités. Et à partir de quel moment apparaît justement ce terme d'art déco? Alors, ce terme d'art déco, il n'existe absolument pas, ni dans les années 10, ni dans les années 20, ni dans les années 30 à proprement parler, hein, parce que alors déjà, effectivement, l'art déco, on l'associe souvent d'une part à l'exposition de 25 et d'autre part à l'entre-deux-guerres, alors que comme je viens de le dire, effectivement, ses origines sont bien antérieures et qu'il se développe, ces caractéristiques se mettent en place en particulier dès les années 10, mais en fait, c'est beaucoup plus tard, après la Seconde Guerre mondiale. Alors, ça fait un petit peu débat aussi, c'est-à-dire qu'après la Seconde Guerre mondiale, on trouve parfois quelques petites occurrences à la fin des années 40 ou dans les années 50 de l'appellation art déco, mais qui montre plus que c'est un terme qui est plutôt passé dans le langage courant. Pour que sur le plan, on va dire, plus institutionnel et éditorial, ce terme apparaisse véritablement, c'est les années 60. Il fallait qualifier cette période, donc en fait, quelqu'un a trouvé cette qualification. Alors, plusieurs personnes certainement en même temps, parce que le terme était employé, je pense en particulier sur le marché de l'art, parce que je pense que assez rapidement, c'est le marché de l'art également qui a fait beaucoup pour la reconnaissance de l'architecture et des arts décoratifs de cette période. Et puis, il y a une exposition qui vient célébrer en 1966, mais avec un peu de retard, les 40 ans de l'exposition, une exposition qui s'appelle Les années 25. Les années 25 avec, j'ai plus le titre exact en tête, mais l'apparition de Bauhaus, de style, je crois, et art déco dans le titre même de l'exposition qui a été organisée donc, au Musée des Arts Décoratifs à Paris. Le terme apparaît sur le plan institutionnel et puis donc on est en 66 et puis en 68 un ouvrage qui est publié par le britannique Bévicilier, donc Art Deco of the 20s and the 30s, continue de consacrer ce terme. Donc, il faut faire attention parce que ce terme n'existe absolument pas à l'époque même où il se développe et de différentes manières. Et si effectivement on l'associe souvent à 1925, c'est parce qu'effectivement c'est une référence à cette appellation Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes. Alors, est-ce que aujourd'hui finalement l'art déco reflète uniquement cette exposition de 1925 ou c'est bien plus large que cela? Alors, déjà, on va dire qu'il y a un problème de définition de l'art déco. Finalement, ce que montrerait l'exposition internationale de 1925, c'est un peu l'apogée de ce qu'on appellerait l'art déco, mais en fait, dans toute sa diversité, l'appellation d'art déco peut renvoyer par exemple à ce qu'on voit ici à l'écran, l'hôtel du collectionneur érigé par Pierre Patou et qui était en fait cet ensemble, ce programme décoratif et architectural conçu par Ruhlmann et où il fait appel à beaucoup de décorateurs et qui renvoie effectivement à une inspiration plutôt classique. Et en même temps, cet art déco, c'est beaucoup d'autres sources d'inspiration sur plusieurs décennies. Sur plusieurs décennies également, mais qui en fait sont aussi pour certaines présentes assez tôt. C'est-à-dire que, si vous voulez, l'art déco, j'ai souvent
je dis un peu en provoquant parfois un peu les étudiants, en disant l'art déco n'existe pas et en même temps l'art déco est partout. Vous voyez, l'art déco, c'est-à-dire que l'art déco, il n'existe pas en tant que tel parce que c'est un peu un fourre-tout, c'est-à-dire qu'on va avoir à la fois cette inspiration classique ou une inspiration puisée dans la société contemporaine, les sports, les transports, les paquebots, les trains, le commerce, hein, Les salles de spectacle. les salles de spectacle. On a vu le théâtre des Champs-Élysées il y a quelques instants. Exactement, Théâtre des Champs-Élysées, donc achevé en 1913. Et donc là, on voit aussi qu'on est vraiment dans ces débuts de l'art déco. Et on a ici cet art déco tel qu'on le qualifie, qui est déjà bien présent, avec cette inspiration effectivement plutôt classique, mais qui fait usage du béton et donc de matériaux modernes. Quand je parle de ces sources d'inspiration diverses, c'est aussi les sources d'inspiration extra-occidentales. Donc dans un contexte colonial que l'on sait, donc Extrême-Orient, Afrique, les arts précolombiens également. Donc vous voyez, c'est vraiment ce mélange de toutes ces sensibilités et bien d'autres encore. Donc beaucoup d'inspiration, mais c'est un mouvement qui se voulait résolument moderne. Alors résolument, en tout cas, qui se voulait moderne. On parlait tout à l'heure de cette appellation même d'art déco. On l'a dit, cette appellation n'existe pas, mais en même temps, ce qui existe, c'est le terme de moderne à l'époque. Et justement, ce terme de moderne, il est un peu employé pour qualifier tout cela, toutes ces sources d'inspiration qui sont très très diverses. Et finalement, ce terme de moderne, la modernité, vous voyez, à l'époque de Baudelaire et de Manet, ça signifie quelque chose. Ça signifie toujours quelque chose dans les années 10 et dans l'entre-deux-guerres, mais c'est un petit peu devenu un cliché. C'est finalement à la mode d'être moderne et il faut absolument être moderne. Et ça se retrouve d'ailleurs dans cet intitulé, on l'a dit, de l'exposition internationale de 1925. Parce qu'il y a le terme moderne dedans. Voilà, et ce terme de moderne, d'ailleurs, il n'est pas choisi au hasard, c'est-à-dire que pour cette exposition, étaient admis dans cette exposition seulement les programmes, les œuvres, les objets qui n'imitaient pas le passé de façon servile et qui faisaient part de cette modernité. Et en cela, ça nous invite aussi à remonter à l'origine même de cette exposition, puisque ce n'est pas la première à avoir ce type de règlement. Il y a une exposition célèbre également qui a lieu à Turin dès 1902, qui est une exposition internationale d'art décoratif moderne avec ce règlement. Et en fait, si vous voulez, c'est un petit peu le début de tout cela. C'est-à-dire que par la suite, en France, dans les années 1900 et début des années 1910, on va avoir cette volonté d'avoir en France, à Paris, le même type d'exposition. Une exposition qui va être prévue en 1913, en 1915. La Première Guerre mondiale intervient, le projet est repris à l'issue de la guerre et va prendre du retard. On la prévoit cette exposition pour 22, pour 24. Elle a lieu finalement en 25. Donc on comprend aussi que l'origine même de cette exposition se trouve dans les années 1900 et 1910. Au moment où elle apparaît, en fait, on peut considérer que l'art déco avait déjà été fortement diffusé et imprégné dans tous les territoires. Oui, alors dans tous les territoires en partie, mais l'exposition internationale de 25 va vraiment accroître en fait cette diffusion. Cette diffusion, elle continue à être nationale, elle est également internationale. Sur le plan national, la préparation même de cette exposition a également incité sur tout le territoire français. Notamment en région. Région. On le voit là dans les Hauts-de-France. Alors, dans les Hauts-de-France et dans d'autres villes qui ne sont pas des villes de la reconstruction, mais en particulier dans beaucoup de villes de la reconstruction, on reconstruit après la Première Guerre mondiale dans le goût qui est celui de l'époque. Et c'est ce goût-là. Et en même temps, dans le cadre de la préparation qui prend plusieurs années, donc au même moment, de l'exposition de 25, certains artistes, certains décorateurs, certaines personnalités institutionnelles dans les territoires vont un peu prêcher la bonne parole en disant cette exposition se prépare, il faut être absolument moderne, on veut rénover les métiers d'art. Et donc dans ce contexte, c'est ce qu'on voit ici, par exemple, ces motifs emblématiques. Qui sont ces motifs emblématiques de l'art déco. Ces fleurs et ces fruits stylisés. Exactement. La rose, qui a été popularisée notamment par une figure importante qui est celle de Paul Iribe dès le tournant des années 10, dès 1908 en fait précisément. Ces paniers de fleurs et de fruits qui vont se développer déjà partout dans la décoration dans les années 10 se retrouvent partout. Voilà, dans toutes les villes, dans les ornements d'architecture, dans les ferronneries, c'est ce qu'on voit ici en particulier. Mais toujours empreint de régionalisme. Alors toujours. En tout cas, très souvent. Pour les Hauts-de-France notamment. Oui, très souvent. On retrouve de l'art déco avec des inspirations flamandes. Exactement. Alors à ce titre, on peut d'ailleurs évoquer, alors pas seulement pour les Hauts-de-France, mais une adaptation aussi de cet art déco à cette dimension régionale. Et on peut aussi évoquer l'exposition qui a ouvert il y a peu de temps à Valence sur l'art déco des régions, modernité méconnue, qui nous parle à la fois
de cette adaptation de l'art déco, on va dire cette synthèse entre art déco et régionalisme pour certaines réalisations, mais aussi sur les territoires, les industries d'art, les manufactures, les fabricants, Notamment les Limoges par mosaïstes exemple. en Bretagne avec Odorico. Exactement, voilà, et tout cela est assez représentatif de cette invasion, on pourrait dire, de ce goût moderne, comme on l'appelle à l'époque, sur les territoires. Donc une diffusion nationale, mais également l'exposition de 25 va accroître cette diffusion aussi internationale. Alors, Comment on peut expliquer justement que ce mouvement, si on l'appelle comme ça, Art déco, a pu toucher des très grandes villes dans des pays comme les États-Unis notamment, ou encore la Chine? Alors, il y a, on va dire, beaucoup de contextes différents. Il y a déjà évidemment la circulation des hommes, des idées, les revues, les publications jouent un rôle très important. Donc tout cela commence évidemment avant l'exposition de 25. L'exposition de 25 en particulier, elle va avoir une visibilité qui est très très importante de par le monde. Il y a tout un contexte éditorial, beaucoup de livres, de portfolios, d'articles dans la presse à l'étranger. Donc à cette époque, Paris est le centre du monde. Paris n'est pas le centre du monde, mais les artistes français continuent tout de même à avoir une place très importante. Prenons, en ce qui concerne cette diffusion internationale, l'exemple de Paul Landowski. Paul Landowski, qui est le sculpteur auquel on va faire appel pour le Christ Rédempteur de Rio de Janeiro. Donc c'est dire... La plus grande œuvre art déco au monde. La plus grande, je ne saurais pas précisément vous le dire. Peut-être l'une des plus grandes, très certainement. Et puis en plus, elle est tellement emblématique qu'aujourd'hui, parfois, le grand public ne sait même pas qui est Paul Landowski et ne sait peut-être même pas que c'est un artiste français qui a conçu cette œuvre-là. Donc, l'exposition de 25 va accroître cette visibilité. Cette diffusion internationale, elle est également liée aussi au contexte, on va dire, colonial. Hein, évidemment, les colonies, on construit dans les colonies, on construit dans ce goût-là. C'est la présence française, et pas que, mais présence française en particulier à l'étranger. Prenons le cas évidemment des concessions françaises en Chine, par exemple, comme à Shanghai ou à Tianjin, où on va voir également ce développement important. Est-ce que comme dans les régions françaises, on parlait des Hauts-de-France ou de la Bretagne, il va y avoir aussi finalement une esthétique et une influence liée à la culture du pays? Oui, non, tout à fait, oui, tout à fait. Alors, on va retrouver dans certains cas, par exemple, une forme de classicisme aussi, tel que c'était développé dans l'art déco. Mais évidemment, ces sources d'inspiration, en fait, c'est assez intéressant parce qu'elles sont à la fois employées, parlons des sources d'inspiration extrême-orientales, on va dire, en France, elles font partie de ces développements. Également, vous voyez, dans le goût de certaines techniques, la technique de la laque, par exemple, qui redevient, qu'on remet au goût du jour avec des artistes comme Eileen Gray ou comme Jean Dunant. On se forme auprès de laqueurs japonais, d'un laqueur japonais en particulier, Seizo Sugawara. Et en même temps, ces inspirations extrême-orientales, elles vont aussi être interprétées, réinterprétées sur place, en fonction aussi des connaissances que l'on a sur place de tout cela. L'ornement disparaît au fur et à mesure dans les années 30. Comment on peut expliquer cette évolution? Alors, est-ce que l'ornement disparaît complètement dans les années 30? Je dis au fur et à mesure. Oui. Au fur et à mesure, et en même temps, il est tout de même toujours présent. On l'a dit aussi, hein, ce style, c'est ce qu'on appelle l'art déco, qui recouvre beaucoup de sources d'inspiration différentes, va évoluer aussi dans le temps. Au tournant des années 30 et dans les années 30 se développe également ce qu'on va appeler chez nous le style paquebot, par exemple, ce qu'on va appeler aux États-Unis le streamline moderne, avec peut-être plus Ce qui nous fait penser à des immeubles à Miami, par exemple. Et exactement, à Miami en particulier. Et d'un autre côté, regardez une autre grande exposition qui a lieu en France, c'est l'exposition internationale de 1937. L'exposition internationale des arts et des techniques dans la vie moderne. Vous voyez, on retrouve ce terme d'ailleurs. Et à l'exposition de 37, on a à la fois, dont on parlera peut-être, l'expression de ce qu'on appelait le modernisme, les nouvelles technologies de l'époque qui sont très très présentes. Et en même temps, pour nombre d'ensembles présentés par la Société des artistes décorateurs, par exemple, l'ornement est tout de même toujours présent. Donc je pense pas qu'ils disparaissent complètement. Mais avec d'autres caractéristiques, en tout cas on le voit sur le palais de Chaillot qui est de cette époque.
Oui, tout à fait, et en même temps d'autres caractéristiques, et aussi même dans les sculptures, par Mhm. exemple, ce goût pour une certaine forme de classicisme, hein. Palais de Chaillot, Palais de la Porte Dorée, hein, exposition coloniale également de 1931. Mhm. Si on parle de sculpture, avec aussi des sources d'inspiration qui sont également différentes et justement exotiques, c'est très ornemental, c'est toujours très présent, on est en 31. Est-ce que l'art déco, c'est un style artistique qui est défini uniquement par ses formes, ses matériaux, ses couleurs, ou on peut dire que c'est un art de vivre à part entière? Oh, il y a certainement un petit peu de ça, puisque qui dit art de vivre, ça vient un petit peu en fait à ce que je disais, ce goût d'être moderne, hein. Ce goût d'être moderne, et ce qui est très intéressant, c'est que si aussi on a souvent qualifié cette production artistique comme très élitiste, et ce qui est vrai en grande partie, hein, le goût des matériaux précieux, les bois exotiques, certaines techniques, la laque, certains matériaux, le galucha, l'ivoire, et en même temps tout cela, malgré tout, est un petit peu descendu vers certaines classes plus populaires. Les grands magasins ont joué un certain rôle, même si ça demeurait assez cher, mais on a parlé des régions, de l'architecture, tout cela est très présent, et effectivement un art de vivre, parce que tout cela va imprégner, on va dire aussi, la société. Vous avez évoqué tout à l'heure rapidement la question du vêtement, de la mode, je veux dire la façon dont on s'habille, la façon dont on se coiffe. On parle de la coupe à la garçonne également, alors même si tout cela peut être vu comme un petit peu caricatural, hein, les années folles comme on les appelle, étaient-elles si folles que cela, Parce parce qu'on que aime tout qualifier. on C'est aime tout important. qualifier. Voilà. Mhm. Et cet art de vivre, c'est aussi l'évolution de la société de cette époque. C'est la musique, c'est le jazz, c'est beaucoup de choses. Donc on peut dire que l'art déco, c'est plutôt une époque et pas un style alors. Ou les Ah, deux. ce serait un petit peu un raccourci. Je pense que l'art Mhm. déco, c'est quand même assez caractéristique stylistique. Je veux dire, il y a quand même un certain nombre de constantes. Déjà depuis l'époque de l'Art Nouveau, c'est quoi ces constantes? Ça va être notamment une certaine forme de stylisation du motif. Ça, c'est une constante qui reste quand même depuis l'époque de l'Art Nouveau. Une autre constante, ça va être, par exemple, l'idée de concevoir un tout unitaire, l'unité stylistique, hein, entre un art dans tout, comme on qualifiait de cela déjà à l'époque de l'Art Nouveau. C'est une caractéristique qui est encore là à l'époque de l'Art déco. Alors, j'aime effectivement à dire qu'on a plutôt des modernités plurielles pour cette époque, et que l'Art déco, c'est peut-être aussi davantage une temporalité. Ce qui, malgré tout, peut aussi être discuté, puisque ça nous invite aussi à envisager les limites chronologiques de l'Art déco. Voilà, est-ce qu'il s'arrête à un moment l'art déco? Parce que aujourd'hui, on voit quand même qu'il connaît un certain succès, en tout cas que cette période connaît un certain succès. Alors, il connaît un certain succès. Je crois qu'il est finalement intégré, même encore aujourd'hui, à un goût qu'on peut avoir pour divers styles historiques. Il suffit de voir certains programmes immobiliers Mhm. qui doivent-ils être qualifiés dans certains cas de pastiche, de réinterprétation. Doit-on parler d'un néo-art déco? En tout cas, je crois que l'art déco n'a pas complètement disparu, et c'est Par également nostalgie ou par redécouverte? alors, il y a un peu des deux. Il y a à la fois une forme de nostalgie, une redécouverte, hein. Vous voyez, cette redécouverte, quand même, elle commence à être un petit peu ancienne. On a Mhm. parlé de l'apparition du terme Mais pour dans le les grand années public, on a quand 60, même le hein. sentiment que depuis quelques années, là, grâce au centenaire, qu'il y a un engouement plus large. Oui, mais je pense que vous savez, tout est un petit peu cyclique. Je pense que dans les années 70, déjà, certaines grandes ventes aux enchères, le marché de l'art, les années 80, ont continué à valoriser tout cela. Alors auprès du grand public, il y a certainement un certain nombre de grandes expositions aussi qui, déjà depuis peut-être le début de ce 21e siècle, ont tendu à, on va dire, à développer ce goût, hein, chez le grand public. Parce que aussi les professionnels ont changé leur regard sur la période, il était plus accepté, en tout cas, il était moins mis de côté. Alors peut-être que là, le regard que je vais avoir, c'est celui de l'historien de l'art, hein. Si on parle un petit Mhm. peu d'historiographie, c'est vrai que souvent, l'histoire de l'art du XXe siècle, de la première moitié du XXe siècle, on l'a souvent vue comme celle d'une épopée qui est celle des avant-gardes, et voilà, qui inviterait davantage, on va dire, pour ce qui concerne
concerne l'architecture ou le design, à valoriser les positions du Corbusier plutôt que celles d'un Ruhlmann qui, de fait, contrairement au Corbusier, n'a pas vraiment théorisé ce qu'il était en train de faire à ce moment-là. Et donc aujourd'hui, et ça vaut également pour la peinture, on va on va avoir tendance à valoriser aussi l'œuvre d'artistes qui n'étaient pas vus comme les plus innovants ou les plus avant-gardistes d'une époque. Donc je crois que c'est aussi un contexte plus général, et ça, les historiens de l'art, les universitaires comme moi, portent un regard là-dessus, ont un regard différent maintenant, alors que pour cette valorisation de l'art déco, telle qu'elle a déjà existé auparavant, ça a d'abord été pour moi le marché de l'art et les musées, même si, et ça je tiens à le dire, du côté des universitaires, il y a eu aussi des figures importantes qui déjà, on va dire dans les années 90, ont permis cette revalorisation, et je pense en particulier à Bruno Foucard. Et vous continuez aujourd'hui avec la revue In Situ que j'ai évoquée au début de cet entretien et qu'on vous invite évidemment à consulter et à lire sur Internet parce qu'on la trouve très facilement, la revue des patrimoines. Exactement. Alors en ce qui concerne ce numéro de la revue In Situ, donc j'ai eu la chance, l'honneur de co-coordonner avec mon collègue Jean-Baptiste Minart, qui est professeur à Sorbonne Université. Ça a été un petit peu aussi notre objectif de revenir un peu sur cette historiographie de l'art déco. C'est-à-dire d'une part s'intéresser à un élargissement qui est un élargissement chronologique. Donc on s'est intéressé à cette existence peut-être de l'art déco jusqu'à nos jours, ou en tout cas à sa survivance aussi après la Seconde Guerre mondiale, et puis un élargissement aussi géographique avec certaines contributions de différents auteurs qui portent sur le Mexique, l'Éthiopie, la Chine, l'Inde, le Portugal également pour l'Europe. Donc je vous invite évidemment à le consulter. Et puis on s'est aperçu dans le même temps qu'on a eu pas mal de propositions, et donc on a dû en choisir, mais des contributions sur l'exposition de 25 elle-même. On aurait pu croire aussi, à la suite de grandes expositions qui avaient déjà eu lieu depuis assez longtemps, que tout avait été dit de l'exposition internationale de 25. Ça n'est pas le cas. Non, il y a encore beaucoup à dire, et on se aperçoit en ce moment, cette année 2025, qui est extrêmement riche. Et sur ce Salon international du patrimoine culturel, il y a énormément de conférences qui sont proposées par les différents partenaires. Et on vous invite aussi surtout à découvrir le dernier numéro de la revue Atrium, qui est consacré également à l'art déco et notamment à la ville de Calais. Merci beaucoup Jérémy d'avoir été avec nous pour ce forum du patrimoine que vous pouvez revoir évidemment donc, sur cette chaîne YouTube, et également les autres sujets qu'on a pu aborder tout au long de ces derniers jours. Merci à vous et à bientôt.